Arrêtez, je n'en peux plus. La voix de Maya Williams cassait sous le poids de quelque chose d'ancien et de vivant à la fois. Elle avait dit ces mots sans penser les dire à haute voix, comme si la phrase n'était qu'un fil qui venait de rompre et l'air dans le diner s'était déchiré avec elle. Il eut la gifle, un coup sec, sans grand bruit, qui résonna surtout dans le silence qui suivit. La main de l'homme claque contre la joue de Maya, comme si l'espace lui-même avait voulu souligner l'injustice. Les tasses tremblèrent sur les tables. Le café gicla, une tache sombre qui s'étala, chaude et lente, sur le formica défraîchi. Les clients détournèrent les yeux. Miller, propriétaire et maître de cérémonie depuis 20 ans, resta immobile derrière le comptoir, ses doigts serrés autour d'un torchon, la mâchoire tendue. L'agresseur, un grand homme corpulent dont le sourire était devenu mépris, se leva et s'éloigna, tirant derrière lui une odeur de whisky bon marché. Maya tenait sa joue, le goût du métal et du sel dans la bouche. Ava, sa fille de 9 ans, était assise près de la vitre, ses petits doigts collés contre le verre, les yeux écarquillés. Elle n'avait pas bougé. Autour d'elle, la ville regardait, comme si regarder suffisait pour régler les choses. « Allez, tu as renversé mon café, tu as intérêt à te rattraper » marmonna Miller en passant devant Maya, un mot qui sonnait comme une sentence et comme un refus. Son regard cherchait l'approbation des autres, la confirmation que l'ordre du diner, qui avait toujours été l'ordre, était intact. La pièce respirait un étouffement. Les conversations s'étaient arrêtées, le jukebox grinçait, indifférent. Une cuillère tomba quelque part à l'arrière, signal discret d'un déplacement de fuite. Puis, quelqu'un se leva. Il s'avança sans bruit en traversant le rayon de lumière qui tombait d'un néon fatigué. C'était un homme d'apparence calme, soigné, sans ostentation. Ni trop riche, ni trop pauvre aux yeux de ses gens, mais une manière de présence qui commandait l'attention sans élever la voix. Il posa un billet sur la table où avait reposé la tasse éclaboussée, la main grande et tranquille. Les plis du billet tremblaient à peine sous ses doigts. Les regards se tournèrent vers lui, curieux, avares de nouveautés. Sa voix, quand il parla, n'était pas une accusation. C'était une phrase simple. « Elle peut rester ». Ce que dit l'inconnu fut bref. C'est la brièveté de sa décision qui coupa le souffle de ceux qui observaient. Les mots remplaçaient le silence qu'on avait choisi jusqu'alors. Qui était-il pour intervenir? Pourquoi l'avait-il fait? Maya sentit d'abord seulement le soulagement minuscule d'un doute levé. Quelqu'un avait fait quelque chose. Quelqu'un avait dit non à la honte. Ava, assise, regardait l'homme comme si elle venait de voir un magicien. Plus tard, lorsqu'on demanda des explications, l'homme se contenta de sourire et de reprendre sa place. Il avait des traits marqués, des cheveux plus gris aux tempes, et ses vêtements portaient la coupe de ceux qui déplacent des choses dans le monde, sans bruit, contrats signés, bâtiments achetés, décisions prises. Personne dans le diner n'avait de repère immédiat pour lui. On chuchota des noms, investisseurs, héritiers, philanthropes local. Mauvaises rumeurs et admiration naïve se mêlaient, comme une vieille sauce qui agrémentait toutes les nouveautés de la ville. Maya, recroquevillée, éprouvait un mélange de confusion et d'orgueil blessé. Elle sentait la chaleur de sa joue et un vide plus profond encore, le vide de voir les autres détourner le regard. Ce n'était pas la première fois. Elle connaissait la mécanique des humiliations, petite, régulière, calibrée pour briser la dignité sans laisser de traces juridiques. Elle connaissait aussi la nécessité de tenir pour Ava, travail, facture, école. Là, dans l'éclat bref après la gifle, elle sut que quelque chose venait de changer, mais elle ne savait pas encore quoi. Quand l'homme se leva pour partir, il posa à nouveau la main sur le billet, comme pour s'assurer que le dommage matériel était aussi effacé. Avant de franchir la porte, il inclina légèrement la tête vers Maya et dit à voix basse « Vous n'êtes pas seule ». La phrase aurait pu être un effet de rhétorique, une consolation passagère avec la force d'un écho. Pour Maya, c'était un fil jeté qu'elle n'attrapa pas tout de suite. Elle resta immobile, respirant avec difficulté. Ava, enfin, se leva et marcha vers sa mère. Elle posa ses petites mains sur son épaule et appuya comme pour mettre une ancre. La première heure après l'incident fut un théâtre de gestes économes. Miller essuya machinalement la table, un jeune homme paya un café, une cliente murmura que Miller avait été trop dur, puis changea de sujet. Les gens revenaient à leurs habitudes comme on remet une couverture sur un brûlot.
L'agresseur avait disparu, l'inconnu aussi. La ville reprenait sa respiration superficielle. Mais aux périphéries du diner, quelque chose s'était ébranlé. Une fissure dans la façade polie de la routine. Maya la sentit comme un frisson long le long de ses bras. Elle entendit la phrase qu'elle avait prononcée comme on entendrait une cloche lointaine. « Je n'en peux plus ». Ce n'était plus seulement une plainte, c'était une promesse muette. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » et dites-nous dans quel coin de ville vous imaginez un lieu qui pourrait changer. Cela nous aide à faire vivre ce récit là où il doit toucher quelqu'un. La nuit qui suivit, l'inconnu prit la route. Il guida sa voiture hors de la petite ville en évitant les phares et les panneaux publicitaires, roulant lentement, comme quelqu'un qui veut laisser le paysage s'imprimer. Il s'appela Charles Remington lorsqu'il devint nécessaire aux autres de le nommer. Fortune héritée, empire bâti patiemment, tante philanthrope d'un réseau d'œuvres ici et là. Mais dans l'habitacle, au-dessus du moteur qui ronronnait, il y avait autre chose qu'un statut. Il y avait une photo pliée dans le portefeuille, cachée entre des cartes de visite et un morceau de serviette en papier. Une photo qui n'appartenait pas à son business plan. Charles s'arrêta sur le bas-côté pour regarder la ville une dernière fois. Les lumières laissaient des taches d'ambre, comme une peinture inachevée. Il sortit la photo, déplia les bords arrondis et regarda le visage qu'il habitait depuis des décennies. Une jeune femme souriante, les yeux clairs, posant devant une roulotte, tenant un enfant emmailloté. La légende, au dos, était griffonnée dans une écriture rapide qu'il connaissait trop bien. Ruth, force tranquille. Ruth Williams. Le nom avait roulé dans sa vie comme un galet sous l'eau, discret, poli par le temps. Elle n'était pas riche, elle ne lui avait promis rien. Elle avait agi un jour où la vie de Charles, jeune et sans méthode, était en train de se désagréger. Il n'aimait pas revenir à ce souvenir parce qu'il contenait une dette dont il ne savait trop quoi faire. Un acompte sur la bonté humaine qui n'avait pas demandé de retour. Il pensa au sacrifice de Ruth, à la nuit où elle avait refusé de quitter un endroit pour le protéger, à la façon dont elle s'était tenue devant une décision minuscule et s'était sacrifiée avec une simplicité qui le laissait sans mots. Il avait reçu la main tendue d'une étrangère sans en mesurer la valeur sur le champ. L'impact, des années plus tard, formait une halle de dettes et de devoirs. C'est pour cela, expliqua-t-il plus tard à un confident qui l'interrogea sur son geste, que l'intervention était plus qu'un geste d'humeur. Ce n'était pas de la pitié. C'était le paiement d'une reconnaissance enfouie depuis trop longtemps. Mais il savait aussi que l'argent ne couvrait pas les cicatrices. De retour en ville le lendemain, il prit le temps de se présenter. Il trouva le diner le matin, lorsque la lumière lavait les faux plafonds et que l'odeur du café frais promettait des échanges plus simples que la nuit précédente. Maya était là, déjà au travail, en train de réchauffer des pancakes, ses gestes rapides et précis. Ava, à l'école, n'était pas présente. Maya avait laissé une petite note sur la caisse pour dire qu'elle repasserait pour payer plus tard. Elle était méfiante, et qui ne le serait pas après une gifle publique. Mais la réalité la pressait. Elle ne pouvait pas renoncer à gagner sa croûte. Charles attendit. Il s'assit à la table sans cérémonie et regarda Maya de loin, comme on observe une œuvre pour comprendre l'odeur sous la peinture. Quand elle posa la tasse, il paya encore, plus par rituel que par besoin de réparer ce qui ne se rachète pas. Puis il dit ce qu'il devait dire, lentement, comme on dépose une proposition sur un piano fragile. « Je voudrais acheter ce diner ». La phrase tomba dans la salle comme une nouvelle tasse qu'on poserait sur une nappe tremblante. Les visages autour se relevèrent. Miller, derrière le comptoir, prit un air blessé, comme si son territoire venait d'être violé. Les clients se mirent à chuchoter. Maya, qui avait tant d'habitude à défendre son espace, sentit une première ligne de méfiance se dresser en elle. Acheter. Mais pourquoi ? La proposition était à la fois offensive et gracieuse. Offensante parce qu'elle semblait subordonner la vie d'un lieu à une opération financière. Gracieuse parce qu'elle offrait la sécurité, potentiellement. Charles posa alors un morceau de papier sur la table, un chèque de garantie, des termes sommairement griffonnés. Pour lui, la logique était claire, transformer le diner en quelque chose de plus que des banquets matinaux, bâtir un lieu qui porterait le nom de Ruth, une mémoire active. Pour Maya, ce n'était pas simple, ce n'était jamais simple. « Je ne veux pas être une charité », dit-elle sans détour. Sa voix avait retrouvé sa netteté.
Ce lieu n'est pas à vendre parce que c'est une antiquité. Il tient les gens en vie. Si vous achetez, vous le changez. Vous changez tout. » Charles inclina la tête. Il avait prévu la réplique. Il avait prévu aussi la joute des cœurs et des peurs. « Alors, je ne veux pas vous le retirer, » répondit-il. « Je veux le transformer avec vous. Pas pour vous, avec vous. Manager, décision, équipe, vous garderez le contrôle opérationnel. Vous serez la première sur la liste pour diriger. Je finance, je mets des moyens, mais je ne prends pas le volant à votre place. » Maya observa la feuille. Les mots sur le chèque ressemblaient à de la promesse, mais elle connaissait la fragilité des promesses. « Pourquoi Ruth ?» demanda-t-elle, parce que c'était la question qui pressait. Le nom sur les lèvres d'un inconnu qui lui avait rendu la dignité sonnait étrange. Charles la regarda et pour la première fois ce matin-là, la colère apparut dans ses traits. Pas une colère violente, mais une rage poudreuse que la reconnaissance mal réglée peut laisser. Parce que Ruth m'a sauvé, à un moment où je ne savais même pas encore que j'étais perdu. Elle a donné quelque chose que l'argent n'a jamais pu me rendre. Ce diner, votre quotidien, me rappelle ce qu'elle a incarné. Je veux honorer cette dette d'une manière qui profite à plusieurs, pas seulement à ma conscience. » La sincérité, ou l'apparence de sincérité, pesa. Maya remit le torchon sur son épaule et essuya ses mains. Elle respira. Elle pensa à Ava, à la manière dont elle avait besoin d'un toit chaud et d'un ventre rassasié. Elle pensa à Ruth, dont les récits avaient bercé sa propre enfance comme des instructions silencieuses pour tenir. Honorer Ruth. Le nom avait un écho. Mais prendre l'offre signifiait céder à l'idée que quelqu'un d'autre, avec des ressources et une vision, pourrait redéfinir l'espace de leur communauté. Maya n'était pas née pour être un simple symbole. Elle était née pour faire des horaires, tenir la caisse, temporiser les querelles. Elle ne voulait pas être une mascotte dans un projet de redressement. « Je ne suis pas une caution morale, » dit-elle encore, et sa voix trembla légèrement. « Je veux que ça marche pour nous, pour Ava, pour tout le personnel, et pas pour la fierté d'un titre sur une plaque. » Charles sourit, mais ce fut un sourire qui disait qu'il entendait la dureté du monde. « Je ne veux pas d'une plaque vide, je veux qu'on construise quelque chose qui dure. Vous serez la manager, vous choisirez l'équipe. Nous fixerons des règles, salaire juste, pause, horaire décent, respect. Et si vous acceptez, il y aura des contraintes administratives, permis, inspections, mais aussi des possibilités. Des ateliers, des formations, des partenariats avec des fournisseurs locaux. Vous garderez votre mot à dire. » La proposition technique était douce, presque bureaucratique, mais Maya entendait la musique sous les mots. Sécurité, reconnaissance, obligation. Elle pensa à Clara, qui avait perdu une jambe en usine et trouvait au diner une place où l'on la respectait. À Julien, étudiant, qui jonglait 2 emplois pour payer ses cours. À Samira, mère célibataire, qui gérait la plonge et qui avait une aptitude rare pour organiser. Ces visages venaient à l'esprit comme des billets dans une poche trouée. Maya sentait la nécessité de protéger leur travail. « Parlez-moi des conditions, » dit-elle finalement, parce qu'il fallait parler chiffres et garanties, non pas pour l'appât, mais pour la survie. Elle voulait des contrats, des clauses, des signatures qui ne seraient pas simplement des mots sur un morceau de papier, mais des outils pour tenir. Charles s'assit plus près. Le contraste entre leurs mondes n'était pas acéré. Il avait la manière d'un homme qui savait manier les détails administratifs sans perdre l'humanité. Marilyn, son assistante, avait passé la nuit à préparer un dossier pour rassurer la mairie, pour assurer que le processus serait propre et légal. Cela pouvait se faire, sans bruit, cela pouvait aussi être instrumentalisé par ceux qui avaient intérêt à maintenir le statu quo. Le débat se prolongea. Miller se montra brusque, ses objections piquantes, plus blessé dans sa dignité que dans ses intérêts pécuniaires. Il craignait de perdre le contrôle, non uniquement du lieu, mais d'un prestige tacite à être le seul à dicter les règles. Les habitués, d'abord perplexes, prirent parti. Certains virent en l'offre une trahison, d'autres une chance de renouveau. Les médias locaux eurent vent de la rumeur, un investisseur riche, un diner à sauver. Les conversations gagnaient la place centrale des Porsche, la chaîne de téléphone silencieuse. La fin de la matinée se conclut sur un accord provisoire. Charles laisserait un acompte, engagerait un avocat pour formaliser la transaction et Maya conserverait la gestion quotidienne. Les 2 signataires échangèrent une poignée de main. Leurs doigts se serrèrent et dans ce geste, il y avait un commencement prudent. Elle ébaucha un nouveau menu qui tiendrait compte des fournisseurs locaux.
imposa des pauses pour les employés et proposa des ateliers de cuisine pour les jeunes. Les ouvriers arrivèrent un matin sous un ciel gris, outils accrochés aux ceintures, camions chargés de bois et de peinture. Le grinder des perceuses partit comme une réplique nerveuse. La musique du chantier remplaça le grincement du vieux jukebox. Poussière, bois, l'odeur de vernis, tout contribuait à une métamorphose matérielle qui ferait écho, espérait Maya, à une métamorphose sociale. Mais la transformation ne fut pas seulement physique. À chaque décision prise, il y avait des murmures dans la ville. Des téléphones sonnèrent, des curieux vinrent regarder, certains derrière leurs vitres comme des sentinelles de l'ancien ordre. Miller, qui aimait être le signal de la résistance, trouva des soutiens parmi des voix qui dénonçaient le spectacle d'un milliardaire dépensant son argent pour compenser une dette morale. La tension s'insinua, subtile comme une fissure. Des graffitis apparurent sur la façade une nuit, mots peints à la hâte. Un article accusateur circula sur les réseaux locaux. Nouvel investisseur veut gentrifier notre cœur. Et un bénévole remit en question la mémoire de Ruth, alléguant que la famille n'avait pas autorisé l'usage du nom. Ces attaques, d'abord timides, prirent peu à peu la texture d'un filet. Maya sentit l'air se raidir. Chaque coup porté atteignait des choses plus profondes. La fierté des habitants, la peur du changement, la douleur d'être utilisé. Mais plus dangereuse encore était la stratégie silencieuse, laisser des murmures prendre de l'ampleur pour qu'ils finissent par devenir un argument. Au milieu de tout cela, Charles restait une présence mesurée. Il n'intervint pas avec fracas. Il signait des chèques, acceptait des réunions avec la mairie, discutait avec des fournisseurs, mais surtout, il écoutait. Il s'efforçait de mettre en place des protections pratiques. Un plan de sécurité, un budget pour les ouvrages, un fonds d'aide pour les employés. Il n'offrit pas d'illusions. Il savait que l'argent ne scellait pas la loyauté. Un jour, au milieu des travaux, une boîte d'outils disparut. Un coup simple, une provocation. Puis les ampoules furent endommagées sur le trottoir et un éclat de verre fut retrouvé sous la porte un matin. Personne ne cria au sabotage immédiatement. On parlait d'un acte de vandalisme, d'une maladresse, mais Maya, qui connaissait la mécanique des hostilités, prit ces signes pour ce qu'ils étaient, un avertissement. Elle ne fit pas de spectacle. Elle plaça des caméras de sécurité à des endroits stratégiques, pas pour espionner ses voisins, mais pour collecter des preuves au cas où l'hostilité deviendrait plus violente. Elle appela le shérif Granger pour l'informer. Un homme dont la prudence était devenue légende locale. Il connaissait les limites des interventions légales et la nécessité d'agir avec solidité. Il promit de faire des rondes plus fréquentes. La tension monta comme une onde retenue. Et au centre de cette tension, Maya se tenait, les mains dans la farine d'un nouvel élan, l'odeur de peinture collée aux doigts. Elle n'avait pas choisi la facilité. Elle n'avait pas choisi d'être l'icône d'un possible remake. Elle avait choisi d'être présente. La première phase des travaux fut terminée. Le comptoir brilla d'un nouveau vernis. Les murs, repeints d'une teinte chaude, reflétaient une lumière différente. De petites tables récupérées furent polies. Une plaque modeste, non encore apposée, restait dans le bureau de chantier. Root Stable, les mots encore enveloppés dans leur plastique protecteur. La nuit précédant l'arrivée officielle des fournisseurs pour l'ouverture, Maya resta seule après que les ouvriers eurent fini. Le dîner était silencieux à présent, vide de voix, plein de surfaces qui avaient l'air d'attendre. Elle prit le mouchoir brodé que Charles lui avait remis, un morceau de tissu qui sentait la moins des mondes, mais qui portait une histoire. Elle posa ses doigts sur la broderie et sentit la trace d'une main inconnue qui avait tenu une autre vie. Ava dormait chez une amie ce soir-là pour éviter l'excitation du changement. Maya contempla la plaque encore emballée et sentit la fatigue, mais aussi une sorte de conviction rageuse et douce. Tout ceci n'effaçait pas la gifle. Mais peut-être, pensa-t-elle en regardant la porte qui donnait sur la ville, il existait une manière de transformer une humiliation en quelque chose de collectif. Un lieu qui soignerait, un travail qui rendrait la dignité. La preuve que la persistance tient plus de la présence que de la vengeance. La main qui posa la plaque sur la table était ferme. Elle n'était pas celle d'un sauveur. Elle était celle d'une femme qui avait accepté de prendre le risque et d'endosser la responsabilité de la suite. Dehors, au coin de la rue, une lumière clignotait, comme un phare mal réglé, témoignant des aléas de la ville en transition. Maya se leva et alla fermer la porte à clé. Le verrou grince. Elle glissa le mouchoir dans sa poche, le cœur serré, et en sortit. La rue avait retrouvé son souffle morne, mais quelque chose avait changé. La ville avait appris la possibilité d'un autre récit. Elle n'en connaissait pas encore l'issue, mais elle n'était plus seule à le chercher. La nuit après que Maya eut posé le mouchoir dans sa poche et fermé la porte du dîner, la ville ne retrouva pas tout de suite sa respiration d'avant.
Les lampadaires jetaient une lumière jaune sur les trottoirs humides. Des silhouettes passèrent, certaines murmurant, d'autres regardant la façade rénovée avec une méfiance qui sentait l'histoire plus que la nouveauté. Maya se leva et alla fermer la porte à clé. Le verrou grince. Elle glissa le mouchoir dans sa poche, le cœur serré, et en sortit. La rue avait retrouvé son souffle morne, mais quelque chose avait changé. La ville avait appris la possibilité d'un autre récit. Elle n'en connaissait pas encore l'issue, mais elle n'était plus seule à le chercher. La nuit après que Maya eut posé le mouchoir dans sa poche et fermé la porte du dîner, la ville ne retrouva pas tout de suite sa respiration d'avant. Les lampadaires jetaient une lumière jaune sur les trottoirs humides. Des silhouettes passèrent, certaines murmurant, d'autres regardant la façade rénovée avec une méfiance qui sentait l'histoire plus que la nouveauté. Maya s'endormit tard, fatiguée et tendue, mais avec l'étrange certitude d'avoir enclenché quelque chose d'irréversible, pas forcément réussi, mais réel. Les jours suivants prouvèrent que la réalité avait plusieurs visages. Les rénovations avancèrent selon le planning, mais chaque clou enfoncé semblait réveiller une hostilité latente. Les graffitis devinrent plus fréquents, des menaces anonymes trouvèrent le chemin des boîtes aux lettres de certains employés, et une rumeur commença à courir. Si on laissait entrer l'argent du dehors, la ville perdrait ce qui lui appartenait. Les réseaux sociaux locaux s'enflammèrent. Un blog citadin publia un billet montant les peurs de la gentrification, et quelques commentaires outrés se transformèrent en actes. Ce matin-là, Maya arriva avant l'aube. Elle aimait la lumière bleutée qui venait se poser sur les surfaces propres avant que le monde ne s'éveille. Elle vérifia les volets, les fenêtres, fit le tour côté ruelle. Tout avait l'air en ordre. Pourtant, son geste se crispa lorsqu'elle vit une marque noirâtre sur une des poubelles, comme si quelqu'un avait voulu laisser la trace d'un message plus sombre. Elle prit une photo. L'envoi au groupe de travail fut automatique. Clara répondit 5 minutes plus tard qu'elle passerait avec Julien pour nettoyer. Samira proposa d'appeler le shérif. Maya avait voulu protéger l'équipe, et cela impliquait désormais d'utiliser des outils qu'elle n'aimait pas. Contrat, caméra, procédure. Elle se souvenait des mots qu'elle avait prononcés. « On ne laissera personne jouer avec notre sécurité ». Elle ne les avait pas dit pour la forme, elles allaient se muer en action. Les caméras restèrent un sujet épineux. Certains salariés se méfiaient de l'idée d'être filmés au travail, d'autres comprenaient la nécessité. Maya exigea des placements limités, visibles, uniquement pour la sécurité extérieure et les zones publiques. Les images seraient accessibles au shérif en cas d'incident et seraient conservées selon la loi. Elle écrivit tout cela, coinça les termes dans des accords simples et obtint d'un trait de stylo le consentement des employés. Elle le fit non pas pour surveiller ses collègues, mais pour se protéger elle-même et eux. Un soir, vers minuit, les caméras extérieures captèrent un mouvement. Une silhouette s'approcha du diner, lente, un sac glissé sous le bras. Le projecteur automatique se déclencha et la silhouette recula, hésita, puis sembla reprendre sa route. L'image était floue, mais les minutes suivantes montrèrent quelqu'un qui tirait un bidon sombre du sac, l'ouvrant à la lumière vacillante du téléphone. La personne répandit un liquide le long de la façade, puis tenta d'allumer un briquet. La flamme se prit, fugace, et l'on vit un instant le reflet d'un visage, sous le fa. Un homme aux traits durs, cheveux courts, cicatrice sur la tempe. L'enregistrement coupa au moment où on entendait un bruit de moteur. Maya regarda les images avec Clara, assise à la cuisine, le dos légèrement courbé par la tension. Le froid du film numérique semblait pénétrer leurs épaules. Ce n'était pas un vandale passif, c'était une tentative d'incendie. Maya sentait ses mains trembler. Elle tempouilla pourtant la tasse comme si la vigueur du geste pouvait la tenir éveillée. Elle composa le numéro du shérif Granger sans hésiter. Il vint personnellement avec une sérénité qui n'avait rien de théâtral. Homme d'âge mûr, casquette en cuir, habit simple, voix qui évitait de dramatiser. Il prit les images sur une clé, regarda les détails, nota les indices. La position, la trajectoire, la marque sur le bidon, des restes de jerrycan retrouvés dans la ruelle, et, surtout, une trace sur la poignée de la porte, une trace d'ADN potentielle. « On va garder ça propre, dit-il. On ne fera pas de déclaration publique tant qu'on n'aura pas de preuves solides, mais on va agir. » L'enquête fut menée avec une lenteur méthodique. Des empreintes, des achats récents de carburant matching la marque retrouvée, des témoignages d'un voisin qui avait vu la voiture s'éloigner en trombe, tout cela commençait à prendre une forme. Quand Maya entendit le nom, elle eut un pli au cœur.
Todd Brennan. Il n'était pas un inconnu pour la ville, jeune, agressif, connu pour ses accès d'ire et ses dettes. Il avait, disait-on, des liens avec la bande qui avait toujours profité du coin, et parfois avec Miller. Maya n'aimait pas la sensation d'être instrumentalisée par la rage. Elle ne voulait pas d'une vengeance, mais elle voulait que la loi fasse son office et que la sécurité soit rétablie. Le shérif lui conseilla la prudence. « Laissez la preuve parler, dit-il. Si on s'expose trop vite, on donne aux autres le pouvoir de créer du bruit. » La montée d'une campagne de désinformation, d'où venait-elle, qui l'alimentait, commença justement au moment où les autorités rapprochaient les points. Un compte anonyme lança une vidéo tronquée, montrant des séquences anciennes du diner et des voix off accusant Charles de vouloir voler le quartier. Les rumeurs se nourrirent d'elles-mêmes. Maya sentit que danger et réputation étaient désormais liés. Elle mit en place une communication mesurée, une lettre ouverte, signée par elle et l'équipe, expliquant le projet, les garanties, l'attachement à la communauté. Elle l'afficha sur la porte et la publia sur les groupes locaux. Elle parla de Ruth, mais surtout de responsabilité partagée. Il fallut une autre escalade pour que le silence se rompe en public. Le jour où la caméra montra la tentative d'incendie, le shérif put extraire des images haute définition de la boutique voisine. Les pixels révélaient davantage des détails. Un tatouage distinctif sur le poignet du suspect, un modèle de clé de voiture. Le dossier remit en mouvement des gens qui savaient comment trouver Todd. Un petit cercle d'informateurs, fatigués des manigances, parla. Le procureur local, prudent mais conscient de la gravité, convoqua Todd pour une audition. Le bruit courut comme une traînée de poudre, la justice marchait. La réunion municipale fut annoncée avec une nervosité palpable. Maya savait qu'elle s'y rendrait. Elle avait préparé son discours, pas pour attaquer, mais pour défendre. Elle voulait expliquer les mesures de sécurité, montrer les images si nécessaire, et surtout demander que la ville choisisse de soutenir ce projet plutôt que de le laisser sombrer dans la haine. Elle rédigea quelques phrases, mais la plupart de ces mots resteraient à l'état brut. Présence, protection, dignité, travail. La nuit avant la réunion, Charles vint. Il se planta devant la porte, sa stature calme, mais ses yeux trahissaient une fatigue lourde. Il ne vint pas pour imposer son pouvoir, il vint pour écouter, pour ajuster ce qui devait l'être. Ils parlèrent longtemps. Il avait rencontré, dans ses bureaux, des gens qui s'opposaient au projet et des notables qui craignaient la mauvaise presse. Il savait que l'affaire était fragile. « Je peux mettre des moyens, dit-il, mais je ne guérirai pas toutes les blessures. Je ne veux pas être le visage d'une victoire facile, je veux du sens. » Maya le regarda. Elle n'avait pas besoin de belles paroles. Elle avait besoin d'une présence mesurée. « On a besoin de faits, répondit-elle, et d'une communauté qui tient à ses propres choix. Si vous vous tenez aux côtés des gens quand ils sont faibles, ils apprendront à se tenir quand ils seront forts. » Il acquiesça. Un accord silencieux. La salle municipale était pleine comme rarement. Les bancs débordaient, des visages éclairés, des téléphones brandis. Les opinions étaient vives, certains parlaient de trahison, d'autres d'opportunité. Miller vint aussi, le visage plus fermé que d'habitude. Il y avait un mélange de honte et de fierté dans son expression. Todd, sans doute informé de la convocation, circulait à l'entrée du bâtiment, entouré d'une poignée d'hommes qui chuchotaient. Maya prit la parole. Elle se tint droite, sans artifice. Sa voix, claire, parfois tremblante, trouva le public. Elle parla de Ruth comme d'une force simple, d'une femme qui avait agi sans attendre la reconnaissance. Elle évoqua les employés, leurs histoires, leur volonté de ne pas être des figurants d'un récit plus grand. Elle montra les images, pas toute la violence, juste les preuves, la silhouette, le bidon, la tentative. Le silence fut lourd. Les visages autour oscillaient entre déni et consternation. Le shérif exposa les faits. Todd fut appelé à la barre. Les enregistrements étaient précis. Son passager, un homme qui travaillait parfois pour Miller dans l'ombre, fut mentionné. L'assemblée écouta. Les tenants et aboutissants commencèrent à s'assembler. Quelques voix se levèrent, tentant de minimiser la gravité, d'autres demandèrent que justice soit faite. Charles resta en retrait, observant, la mâchoire serrée. Sa présence, loin de sauver quoi que ce soit, accentuait l'épreuve de la ville. Quand la parole fut donnée à ceux qui avaient subi insultes et menaces, des gens se levèrent. Une cliente parla de la peur de revenir. Un étudiant évoqua les horaires de nuit qui l'avaient rendu vulnérable. Samira fit une déclaration sur la sécurité des femmes au travail.
Le moment où Julian parla de la première fois qu'il s'était senti vu, reconnu sous la direction de Maya, fut particulièrement fort. Ce n'était pas seulement un lieu qu'on défendait, c'était la dignité quotidienne de ceux qui y travaillaient. Puis Miller se leva. Sa voix, quand il commença, était rauque. Il parla de la peur et de la perte, de son attachement au dîner, et soudain, la rancœur céda la place à un aveu. Il réalisa, dit-il, qu'il avait protégé un ordre qui profitait à sa fierté plus qu'à la communauté. Ces mots ne purent effacer le passé, mais ils ouvrirent une porte. Il s'excusa, maladroitement, sans grand théâtre, et proposa d'aider à nettoyer, de participer à la transformation s'il pouvait retrouver une place dans le nouveau projet. Certains dans la salle l'applaudirent, d'autres restèrent froids. Le geste, même imparfait, fit basculer des opinions. C'est à la fin de la session que le procureur annonça une action. Des charges provisoires pour tentative d'incendie furent retenues contre Todd Brennan. Une perquisition aurait lieu, les preuves seraient présentées. L'annonce provoqua un mélange de soulagement et de colère. Todd, escorté par un petit groupe, nargua la foule. Mais dans le regard des plus jeunes, on lisait la peur apaisée. On sentait que pour la première fois depuis la gifle, la ville n'était pas abandonnée à l'arbitraire. La pression judiciaire eut un effet. Des témoins encore hésitants comprirent qu'ils n'étaient pas seuls. La police fit des rondes plus fréquentées. Des voisins proposèrent des colliers lumineux pour les poubelles. Des commerçants offrirent des remises sur des matériaux de rénovation. Un petit comité citoyen se mit en place pour surveiller le site et organiser des collectes. C'était loin d'être une victoire totale, mais c'était du mouvement. Le jour de l'inauguration approcha, mais pas sans autre secousse. Une annonce sur un site national avait repris la nouvelle en grossissant certains éléments, suggérant que tout n'était qu'une mise en scène pour la publicité. Les commentaires véhéments pluvaient. Maya eut des nuits sans sommeil, pesant chaque phrase qu'elle prononcerait, craignant que la cérémonie ne soit détournée. Charles demeura calme. Il voulait que la journée profite avant tout aux gens du quartier. La cérémonie fut planifiée pour un samedi matin. On avait prévu un déroulé simple, paroles de Maya, des anciens employés, des enfants ayant participé aux ateliers et finalement la découverte de la plaque. Les tables étaient disposées, des nappes choisies par Samira, des muffins préparés par Julian, un coin lecture animé par des bénévoles. L'ambiance était prudente, mais chaleureuse, comme un vêtement remis sur des épaules encore fragiles. Le matin de l'ouverture, Ava vint chercher sa mère. Elle avait peur, mais elle portait une écharpe aux couleurs vives et un sourire qui se voulait courageux. Elle regarda sa mère, fière, comme si elle voyait quelqu'un accomplir quelque chose d'énorme. Les premières personnes arrivèrent, des habitués, des voisins, des officiels discrets. Miller, à la surprise de certains, se présenta les mains légèrement tremblantes et apporta un plateau de biscuits. Il évita les regards trop profonds, mais il était là. Maya parla d'abord. Sa voix, dans l'air du matin, portait la fatigue et la détermination. Elle parla de Ruth non comme d'un monument figé, mais comme d'un exemple, quelqu'un qui avait préféré agir que parler. Elle remercia ceux qui avaient aidé, sans oublier d'appeler à la vigilance collective, à la responsabilité partagée. Elle dévoila ensuite la plaque, retirant le plastique avec un mouvement solennel. Ruth Stable, 3 mots qui n'étaient pas une sentence, mais une invitation. Les applaudissements furent longs, certains silencieux, d'autres enthousiastes, comme si la ville apprenait à prêter attention à ce que signifiait soutenir quelqu'un au quotidien. Les tables furent remplies. Des sourires s'échangèrent, des conversations reprises. Des jeunes proposèrent des idées d'atelier, des anciens racontaient des souvenirs du diner. La presse locale prit des images, pas sensiblement, mais assez pour montrer que la ville n'avait pas choisi de sombrer. Charles se tint à l'écart, comme il l'avait promis. Il prit une assiette, mangea quelques bouchées, échappa à quelques mains pour aller aider à porter des chaises. Il ne chercha pas la reconnaissance, il observa. Maya le vit et lui offrit un hochement de tête. Ce geste était pour elle la meilleure définition d'un partenariat. Présence discrète, soutien tangible, pas de bras levés pour la photo. L'après-midi s'égrena en petites victoires. Un petit groupe d'élèves de l'école voisine proposa de lire des textes sur l'histoire de la ville. Une femme apporta des paniers pour une collecte de nourriture. Un animateur local proposa des soirées thématiques en faveur des employés. La transformation était lente, ponctuée de moments fragiles, mais chaque détail comptait. Les semaines suivantes mirent à l'épreuve la ténacité de Maya.
Todd fut soumise à une procédure judiciaire. Il y eut des audiences préliminaires, des témoignages, des pressions. Il nia, chercha des complicités, tenta de retourner l'opinion publique en sa faveur. Mais la vidéo, les témoins, la mobilisation des voisins et l'assiduité du shérif rendirent sa position difficile. Il fut finalement placé sous contrôle judiciaire strict et contraint de suivre des mesures limitant ses déplacements près du diner. Ce résultat n'effaçait pas la violence, ni ne réparait la gifle, mais il apportait un cadre de sécurité tangible. Miller, lui, continua une trajectoire ambiguë. Par instants, il montrait des gestes sincères de réparation. Il rendit un vieil album photographique du dîner à Maya, pleura un peu lors d'une réunion où les employés racontaient ce que ce lieu représentait. À d'autres moments, il paraissait revenir à d'anciennes habitudes. Maya garda une distance prudente. Pardonner, pour elle, n'était pas oublier. Elle accepta ses excuses publiques et l'invita à participer aux efforts de soutien, mais elle refusa une réintégration automatique au poste de décision. La ville, comme elle, avançait à tâtons. Le travail concret de Ruth Stable prit des formes pratiques. Des ateliers culinaires permirent à des jeunes de la ville d'apprendre des métiers. Un partenariat avec une association offrit des formations en gestion pour les employés. Des groupes de parole furent organisés pour les victimes d'abus, avec des professionnels. La plaque, les menus réformés, les nouvelles chaises étaient des symboles, mais le vrai changement se mesurait dans la diminution des horaires impossibles, dans les contrats clairs et dans le respect des pauses. Maya, maintenant manager reconnu, institua des réunions hebdomadaires ouvertes où les employés pouvaient exprimer des idées et des plaintes. Elle créa aussi un fonds d'urgence pour ceux qui avaient des coups durs, un filet de sécurité que la ville avait aidé à tisser. Clara, Julian et Samira trouvèrent une confiance nouvelle. Ils prirent des responsabilités, organisèrent des équipes, proposèrent un menu du jour mettant en avant des fournisseurs locaux. Ava, fière, participait aux journées familiales, distribuait des biscuits et apprenait ce que signifiait tenir un lieu avec fierté. Charles continuait d'apporter un soutien discret. Financement pour des réparations, subventions pour la formation, intervention lorsqu'il fallait plaider auprès d'institutions. Mais il refusa d'être le centre du récit. Il accepta des interviews mesurées où il parlait davantage de la dette morale qui le liait à Ruth que de son empire. Sa présence avait aidé à ouvrir la porte, mais il laissa Maya conduire. Il était un catalyseur, pas un héros unique. Le temps efface et solidifie à la fois. Les médias se désintéressèrent lentement de l'affaire sensationnaliste et laissèrent place aux récits locaux plus modestes. La file d'attente le matin, le rire d'un adolescent apprenant à dresser une assiette, la vieille dame qui venait chaque semaine pour son café en racontant les saisons qui passaient. Les enfants qui avaient participé aux ateliers devinrent des ambassadeurs bornés de la nouvelle atmosphère. La ville, qui avait hésité, apprit à s'auto-organiser. Des petites victoires cumulées formaient un élan continu. Un soir, quelques mois après l'ouverture officielle, Maya entra dans le dîner à la tombée du jour. La lumière ambre baignait les murs, des voix calmes s'élevaient. Elle trouvait toujours dans ces heures une sorte de paix ardue. Elle passa la main sur la plaque à moitié frottée par les doigts des habitués. La broderie du mouchoir, maintenant encadrée, était accrochée près de la caisse. Elle posa son regard sur les visages autour d'elle. Clara, qui corrigeait une commande, Julian, qui esquissait une nouvelle tarte, Samira, qui discutait d'un nouveau planning. Ava, non loin, tendait un verre d'eau à un vieil homme. Tout cela paraissait fragile et, en même temps, durable. Maya pensa à Ruth, à ce que signifiait honorer quelqu'un par l'action persistante et non par un geste symbolique isolé. Elle avait parfois senti l'offre de Charles comme un glissement possible vers une dépendance. Elle avait résisté, réclamant l'autonomie. Elle avait appris que la dignité se reconstruisait par la répétition de petites choses, des salaires payés, des pauses respectées, des mots qui reconnaissent. Elle sentit une gratitude pour ceux qui avaient tenu avec elle, pour les voisins qui avaient choisi d'être présents, pour les institutions qui avaient fait leur travail. Et pour Charles, qui avait répondu à une dette ancienne non par spectacle, mais par engagement discret. La ville ne devint pas un lieu parfait. Il y eut toujours des tensions, des jours où les factures pesaient plus que les sourires. Mais la morale de ce qui se passa était visible dans la constance du diner. Il restait ouvert, il nourrissait, il formait. Ruth Stable devint un endroit où l'on venait non pas pour voir la figure d'un sauveur, mais pour être pris en compte, pour apprendre à tenir la communauté à travers des actes quotidiens.
La plaque fut nettoyée un dimanche matin par Ava qui exigea de participer. Elle prit un chiffon et polissait les lettres comme si elle rendait hommage à une époque future. Quand Maya la regarda, elle vit une transmission simple, une assurance que les choses pouvaient s'inscrire au-delà d'un seul geste. « Tu te souviendras, maman » demanda Ava. « Toujours » répondit Maya, parce que cela était vrai. La mémoire se soutenait par la présence. Charles vint rarement, et lorsqu'il le fit, il s'assit toujours en silence à une table au fond. Un jour, après avoir observé la salle pendant 1 heure, il s'approcha de Maya et posa une main brève sur son épaule. « Vous avez bien fait, dit-il. Pas de louange excessive, pas d'excès, un constat simple. » Maya répondit par un sourire mesuré. Elle savait que la route restait longue, mais elle sentait que la ville avait appris quelque chose d'essentiel. La justice quotidienne n'est pas l'œuvre d'un geste spectaculaire, mais d'un engagement persistant. L'arrestation de Todd et la procédure qui suivit furent des moments importants, certes, mais la vraie victoire se mesurait ailleurs, dans la capacité des employés à demander des contrats, dans l'apparition d'initiatives citoyennes, dans la fréquentation régulière d'un lieu qui, petit à petit, reprenait sa place dans la vie de chacun. Les histoires individuelles, la dame qui retrouva le courage de revenir après une agression, le jeune homme qui obtint une bourse grâce à l'appui du dîner, se comptaient en actes. À la fin, c'était cela qui importait. La dernière image que l'on garda de ce cycle fut simple. Un soir d'hiver, Maya ferma la porte après une journée bien remplie. Ava, à ses côtés, tenait un petit mouchoir brodé qu'elle avait trouvé dans une boîte. Maya regarda la rue, les lumières distantes, la vie qui s'étirait. Elle posa le mouchoir dans sa poche, sentit la trace d'un tissu et d'une histoire, et sentit au creux de son cœur que, quoi qu'il arrive, elle continuerait de tenir cet endroit comme on tient une promesse faite par des actes quotidiens. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et partagez-la avec quelqu'un qui soutient des initiatives locales. Pour toute personne confrontée à la violence, n'hésitez pas à chercher de l'aide locale. Des associations et des services municipaux existent pour offrir écoute et accompagnement. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.